Bonjour et bienvenue dans ce podcast Alumni. Aujourd'hui, nous recevons un doctorant qui a suivi le parcours chimie moléculaire à Sorbonne Université et qui a gentiment accepté de nous accorder une interview pour parler de son parcours. Bonjour Edwin. Bonjour. Donc, avant toute chose, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Edwin Rematna, j'ai 24 ans et je suis en première année de thèse à l'IPCM au sein de l'équipe Chembio. Et du coup, mon sujet de thèse porte sur la synthèse d'une nouvelle génération de complexes organométalliques d'or 3 et plus précisément de l'optimisation d'un squelette donné jusqu'à la bioconjugaison. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais au laboratoire et peut-être nous décrire une journée type? Bien, donc en labo, donc moi je suis sur une thèse qui est interface chimie-biologie, donc j'ai généralement deux types de journées type. Une où je fais de la biologie le matin et de la chimie l'après-midi, et une où je fais de la synthèse organique et organométallique toute la journée. Donc généralement, j'arrive le matin, je vais m'occuper de mes cellules, puisque je travaille sur cellules, donc faire des plaques, faire des plaques 96, puis m'occuper des boîtes de cellules. Et ensuite, l'après-midi, soit je traite des réactions que j'ai lancées la veille, soit j'analyse des données de réactions qui ont été traitées, soit je lance une réaction pour le lendemain. Et ensuite, quand je suis dans une journée 100% chimie, j'arrive le matin et je lance des réactions. Donc généralement, après les avoir lancées, soit je traite des données que j'ai récoltées en biologie ou en chimie, soit j'analyse des spectres ou je fais de l'analyse. Donc voilà, c'est à peu près concrètement ce que je fais en laboratoire. Donc je fais de la synthèse organique pour mes ligands et de la synthèse organométallique pour mes complexes. Et je m'occupe du coup des cellules pour la partie biologique avec des tests cellulaires. Ok. Quelles sont les compétences qu'on cherche à développer en tant que doctorant? Il faut savoir, en tout cas, quand on est en première année, on sort d'un master, donc on nous jette, on rentre en thèse et on est théoriquement, on n'est pas abandonné face à nous-mêmes, mais principalement, la compétence première, c'est savoir se débrouiller et réfléchir par soi-même quand on a un problème, quand on a une réaction qui ne fonctionne pas. On va essayer de l'optimiser. Pour ça, eh bien, c'est se poser, réfléchir à ce qu'on a fait, réfléchir à pourquoi ça n'a pas fonctionné, faire des recherches bibliographiques pour voir s'il n'y a pas un moyen d'améliorer la réaction pour soit améliorer le rendement, soit pour faire fonctionner du coup la réaction. Donc la débrouillardise, mais le fait aussi d'écouter les personnes qui travaillent avec vous, donc l'écoute, la communication et le partage des informations et des connaissances, donc l'entraide de manière générale en fait, pour réussir en tout cas les compétences qu'on développe lors d'un doctorat, et aussi l'organisation. Être organisé, c'est vraiment très important quand on est en thèse. Est-ce que tu peux maintenant nous parler un peu de ton parcours de formation et plus précisément de ton stage en master et enfin de tes stages en master et de ta spécialisation en master? Mmh. Donc moi, il faut savoir que j'ai pas fait ma ma licence du coup à Sorbonne Université. Avant toute chose, j'ai fait PACES, la première année commune aux études de santé. J'ai pas réussi cette première année et du coup, je me suis dit à la fin, eh bien, que j'allais m'orienter toujours dans le cursus universitaire, parce que je me suis rendu compte au lycée que tout ce qui était classe préparatoire, ça ne me correspondait pas. Et du coup, je me suis orienté en chimie et en biologie, donc pour mes 2 premières années de licence, parce que j'avais une affinité, une accroche pour ces 2 matières-là. Et à la fin, enfin durant ma troisième année de licence, je me suis spécialisé uniquement en chimie parce que j'avais l'opportunité de faire un stage en fait, enfin de faire un stage, de faire un semestre entier à l'étranger. Et il faut savoir que les doubles cursus, quand j'étais en licence, c'était pas quelque chose qui est très répandu, notamment au Canada. Et donc j'ai fait en fait ma licence à l'UVSQ, et grâce au partenariat qu'il y avait entre le Canada et l'UVSQ, j'ai pu faire un semestre entier, donc en fin de troisième année de licence, à l'UQAM, donc à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal.
je me suis spécialisé du coup en chimie organique, tout en ayant un peu de chimie analytique. Suite à ça, j'ai décidé d'intégrer un master, donc j'avais plusieurs choix possibles. J'avais Diderot, Descartes, Paris-Saclay, mais je me suis orienté plutôt vers Sorbonne Université parce qu'on a cette possibilité de choisir sa formation, de choisir ses yeux à partir du M2. On peut théoriquement commencer à le faire à partir du M1, deuxième semestre, mais c'est vraiment en M2 où on peut choisir toutes nos matières et vraiment ce qu'on apprécie faire. Donc moi, je me suis orienté vers un parcours, comme tu l'as dit tout à l'heure, moléculaire. Donc concrètement, moléculaire, ça correspond globalement à chimie organique. Après, je me suis un peu spécialisé aussi dans tout ce qui était chimie pharmaceutique et chimie médicinale, donc avec des yeux qui traitaient sur les antibiotiques, la cancérologie, la thérapie cellulaire, tout ce qui était complexe organométallique dans le corps humain, leur utilité, leur fonction. Et, euh, et après, donc, on a 2 stages à faire, un en première année de master et un en deuxième année. En première année de master, j'ai eu la chance de faire un stage en partie en France, à Sorbonne, et une partie au Portugal, où j'ai fait globalement que de la synthèse organique et de la recherche fondamentale. C'est là où je me suis aperçu que c'était pas quelque chose qui m'intéressait à 100%. Il me manquait en fait la partie application, faire de la recherche fondamentale pour de la recherche fondamentale. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et j'ai eu la chance, justement, en M2, de pouvoir tomber sur un stage qui associait justement recherche et application, mais qui était fait par l'étudiant en fait en question. Donc moi, je faisais les deux, c'est-à-dire que il y avait des complexes d'OR3 qui avaient été synthétisés et j'étudiais leur activité biologique sur des cellules. Et quand il y avait plus de ces complexes, je les resynthétisais par la suite. Et donc du coup, j'avais vraiment une partie synthèse et recherche fondamentale pure avec la synthèse organique et organométallique et l'application derrière où je voyais comment mes complexes en fait interagissaient avec mes cellules. Donc voilà, c'est globalement, et ça c'était pareil à Sorbonne Université. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir un stage interface chimie-biologie. Voilà. Ok. Et du coup, c'est pendant ton stage que tu t'es rendu compte que la recherche, ça t'intéressait peut-être plus. Est-ce que faire un doctorat était ton projet professionnel initial? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, quand je suis sorti du lycée, je me suis rendu compte vite, enfin très tôt, que tout ce qui était prépa intégrée, c'était pas pour moi en fait. Et j'avais 2 filières qui m'intéressaient, la PACES avec les études de santé, donc soit être dans le domaine de la médecine, soit dans le domaine pharmaceutique, et j'avais le parcours classique, licence, master et doctorat. Donc j'ai tenté la PACES, j'ai pas réussi, mais initialement, j'avais quand même envie de faire un doctorat. C'était entre guillemets, j'avais deux choix, c'était mes 2 choix A. J'avais pas de choix A et B. J'avais envie de faire autant l'un que l'autre. L'un n'a pas fonctionné. Je me suis dit, on va tester le deuxième que j'avais envie de faire. Et au final, ça a quand même plutôt bien marché puisque j'ai réussi à intégrer une thèse que je voulais. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as surmonté la PACES? Est-ce que tu as eu des regrets? Et est-ce que tu as eu d'autres échecs dans ta scolarité ou pas? Alors, c'est vrai que, quand on a un échec, heu, ça nous met entre guillemets un coup au moral et on se remet en question. Après, pour la PACES, c'est vrai que j'ai raté, c'est vrai que voilà, j'ai pas eu le concours et j'étais un peu entre guillemets «dépité», mais je me suis dit: «Bon, on va prendre du recul sur la situation, j'ai que 18 ans, j'ai encore le temps de faire des études, je vais analyser ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté». Et j'ai tiré en fait le côté positif des études de PACES, c'est que ça m'a permis de voir que j'aimais vraiment, tout ce qui était biologie, cellulaire, tout ce qui était, thérapie cellulaire, cancérologie, tout ce qui était chimie organique, chimie analytique. Je me suis rendu compte que tout ce qui était génétique, par exemple, c'était pas ce que j'appréciais. Donc au lieu de baisser les bras et de me «morfondre» entre guillemets, je me suis dit: «Bah OK, j'ai raté, mais au final, c'est pas grave. Je vais prendre le côté positif de mon échec et je vais l'utiliser pour la suite, en fait. Après, est-ce que j'ai eu d'autres échecs dans ma scolarité? Oui, j'en ai eu, notamment quand j'étais
en L3, je crois, les polymères. C'était, la chimie des polymères, c'est une chimie qui me correspond pas, c'est pas mon domaine de prédilection et quand j'étais en L3, je me suis pris, au partiel, vraiment, je vais qualifier ça une énorme tollée. J'avais une moyenne catastrophique. Ça m'a pourtant pas empêché de valider, ma licence, de la valider avec mention et quand je suis arrivé en master, en M1 à Sorbonne, on a une grosse UE de chimie des polymères. Je savais qu'en orga et en organométallique et en analytique, j'avais des bases assez solides et que c'était un peu mes points forts. Je me suis dit: «Bah, vu la tollée que je me suis prise en licence, je vais essayer de, travailler mon point faible. Je vais pas en gros, abandonner parce que j'aime pas, les polymères et me dire, je vais compenser, je vais, voilà, compenser avec le reste». Je me suis dit: «Non, je vais me donner les moyens de valider cette matière, de la comprendre» et au final, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à la valider tout en validant les autres matières. Donc en fait, je me suis servi de mes échecs comme un tremplin en prenant en fait du recul vraiment sur, la situation, en me disant: «Bah, oui, j'ai raté, de toute façon, ça arrive à tout le monde de rater». On apprend beaucoup plus grâce aux échecs en réalité que grâce aux réussites. Une fois qu'on a réussi, bah, ouais, on a réussi, mais bah, on a réussi quoi. Alors que quand on rate, on se dit, «Ouais, on va essayer de prendre du recul» et j'ai eu un autre raté mais cette fois c'était en master, c'était du microscopique au macroscopique. Le premier contrôle continu de Micmac. Tous mes amis avaient eu, des assez bonnes notes, voire des très bonnes notes et moi je m'étais tapé, 8 sur 20 je crois. Au premier je me suis dit: «Non, c'est pas possible, il y a une erreur quelque part», j'en revenais pas. Alors sur le moment, ouais, ça m'a déçu. Dans la journée, j'étais déçu. Je suis rentré chez moi le soir, je me suis dit: «Non, il y a eu un problème quelque part». J'ai repris ma copie, j'ai revu le cours et les TD qui étaient associés. Je me suis dit: «Oui, non, en fait, j'étais pas assez préparé, j'ai pas assez travaillé, mais c'est pas grave. J'ai eu un 8, bah, il y a un deuxième contrôle continu qui va arriver, on va vraiment le bosser» et puis au final, le deuxième contrôle continu est arrivé et j'ai doublé ma note, en fait, j'ai eu 16 et quand je suis arrivé au partiel, j'avais vraiment travaillé de manière régulière donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de TD dans cette matière, mais voilà, je les refaisais, j'essayais de comprendre la mécanistique et la logique qui était derrière, c'était beaucoup de maths. Bah, j'ai repris des bouquins de licence de maths, de lycée de maths, j'ai refait des exercices pour avoir les bases. Au final, j'ai validé la matière. Mais du coup, j'ai pris du recul par rapport à la situation. Je me suis pas dit, encore une fois: «J'ai raté, j'abandonne, je vais faire le reste», en fait et non. Il faut vraiment prendre du recul sur ses échecs et théoriquement, si on se pose, si on souffle, si on fait un break, qu'on se dit: «OK, j'ai raté une fois, c'est pas grave, j'aurai une chance encore après». Bon, bah, normalement, ça passe, quoi. Donc voilà, c'était mes 3 gros échecs, PACES, polymère et Micmac, enfin Micmac premier contrôle continu, dans mon cursus en tout cas. Merci pour ces mots. Déjà, c'était très intéressant et très rassurant en tant qu'élève de master. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais fait, enfin, tout à l'heure, tu nous as parlé de ton stage de M2. Donc, est-ce que ta thèse actuelle est une influence de ton M2 ou comment as-tu trouvé ce sujet de thèse et ce laboratoire? Alors, bah, du coup, ma thèse, en fait, je la fais dans la même équipe et avec, la même personne qui m'avait encadré pour mon stage de M2. J'ai eu la chance, moi, de trouver un stage qui avait, entre guillemets, «une continuité» en thèse. C'est pas stricto sensu la continuité de ce que j'ai fait en master. Il y a quand même certaines différences, mais c'est globalement le même domaine, donc des cellules cancéreuses, des complexes d'OR3, pardon, avec de la synthèse organique, de l'application biologique. Donc évidemment qu'en fait, mon stage de M2 a influencé mon sujet de thèse. J'ai eu de la chance parce que l'équipe dans laquelle, j'ai fait, mon stage et je fais ma thèse actuelle, ils sont vraiment gentils. Par exemple, on a un petit rituel, c'est le rituel du thé, entre guillemets, à 17h, entre 16h45 et 17h. On arrête tous plus ou moins ce qu'on est en train de faire. Bon, ça dépend parce que si on fait une colonne, on peut pas trop arrêter la colonne, on doit la continuer, mais si on fait pas de colonne, on arrête et on vient, on prend le thé, tous ensemble, on mange des petits gâteaux, des petits chocolats, on discute, on fait un petit break en général de, 30 à, enfin d'une demi-heure à 45 minutes et donc après soit on retourne, travailler, soit on va lancer des tubes RMN pour le lendemain, soit on range ses affaires et on rentre chez soi après mais
il y a quand même une assez bonne cohésion, une assez bonne entente. J'ai vraiment bien apprécié le sujet que j'ai fait en M2, mais c'est pas pour autant que je me suis dit: «Bah, j'ai ma place assurée, en fait, pour la thèse». Non, puisque du coup, le sujet de thèse a été proposé par l'école doctorale, donc le D406. Il y a eu des gens qui ont candidaté et donc je me suis dit: «Bah, je vais quand même donner le meilleur de moi-même», donc même quand on était confinés, puisque du coup, le Covid est passé par là, donc j'ai fait une partie de mon stage de M2 confiné. J'ai fait des recherches d'articles, j'ai lu, j'ai étoffé en fait ma bibliographie et je me suis réellement investi dans ce que j'ai fait et donc eh bien, au final ils ont plutôt été satisfaits de mon travail et ils ont décidé de me prendre et de continuer avec moi pour les 3 ans à venir. Après, c'est pas parce que vous faites un stage de M2 dans un laboratoire que vous allez forcément faire une thèse dans ce même laboratoire. Moi, j'avais postulé, comme j'étais pas sûr d'avoir ma place et que je voulais vraiment faire une thèse, j'ai postulé à d'autres laboratoires, j'ai passé des entretiens, j'ai posé des questions parce que voilà, mais toujours par contre dans le même domaine. Je voulais forcément qu'il y ait une application, enfin une partie synthèse en chimie, organique, organométallique et une application biologique. J'ai pas fait et j'ai pas choisi un sujet de thèse pour faire une thèse parce que je me suis dit: «Il y a des gens qui sont vraiment motivés pour certains types de sujets de thèse, je vais leur laisser. Moi, je sais ce que je veux, je vais pas postuler à tout et n'importe quoi, je vais postuler à vraiment ce qui me plaît et ce qui m'intéresse» et ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand on fait une thèse, si on a la chance de pouvoir le faire, c'est de tomber sur un sujet qui nous plaît réellement et dans lequel on s'investit vraiment à fond, à fond, à fond dedans, quoi. Et du coup, moi, j'ai eu cette chance d'avoir une continuité dans la même équipe. Donc du coup, quand je suis arrivé, je connaissais déjà l'environnement, je connaissais déjà plus ou moins le labo. Donc c'est vrai que ça a un avantage, c'est qu'on évite de chercher, même si ça m'arrive toujours de demander où est-ce que je peux trouver tel ou tel matériel pour telle ou telle réaction. C'est voilà. Voilà, voilà. Pour finir, j'aurais une question peut-être un peu délicate, mais où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Donc déjà, si on exclut la case Covid, monsieur Covid-19, finir ma thèse, là donc j'en ai encore pour, 3 ans et pour les 2 années du coup dans les 5, faire un postdoc du coup, à l'étranger, au Canada ou en Corée du Sud et en fait la finalité totale de mon projet, c'est d'être, réellement enseignant-chercheur, donc enseigner, dans une faculté et faire du coup de la recherche à côté. Ça, c'est pas vraiment dans 5 ans, ça serait plus dans 10 ans peut-être, mais dans 5 ans, c'est vraiment, peaufiner, du coup, mes techniques en laboratoire, continuer à emmagasiner des connaissances, me familiariser avec le domaine de l'enseignement, même si du coup, durant ma thèse, là, je fais du coup de l'enseignement pour au moins les 3 ans à venir et du coup gagner en expérience pour par la suite, devenir, enseignant-chercheur. Après, ça, c'est moi-même. Pour quelqu'un d'autre, c'est l'avantage justement que possède ce master et ça, c'est une amie à moi avec qui j'ai fait du coup mon master, Alicia, qui m'a réellement montré que c'était possible. C'est que c'est pas parce qu'on fait un master de chimie que vous allez forcément faire la finalité, travailler, dans un laboratoire et faire de la chimie. Non. L'avantage du cursus de l'enseignement que le master en fait, à Sorbonne donne, c'est qu'on vous donne bien sûr des connaissances en chimie, ça c'est la filière qui veut ça bien évidemment, mais on vous donne surtout une méthode, une technique que vous pouvez appliquer dans d'autres domaines. Et je sais que, bah, il y a des gens qui font, des études de chimie ou de sciences parce que leurs parents les ont poussés, parce que voilà. Au final, c'est mieux de faire quelque chose qui vous plaît réellement que de faire quelque chose qu'on vous pousse à faire ou qu'on vous «oblige» entre guillemets à faire. Faire quelque chose qu'on apprécie ou qu'on aime vraiment, ça vous rend plus productif. Vous êtes heureux de vous lever tous les matins et d'aller bosser et bah, vous produisez beaucoup mieux en fait et donc du coup, l'avantage de ce master quand même de Sorbonne, c'est qu'on vous donne une rigueur de travail que vous pouvez appliquer tant dans le domaine du droit que dans le domaine du marketing, du commerce, voire même monter sa propre société. Il y a des personnes, il y a des chercheurs qui ont monté leur propre société, donc toujours en lien entre guillemets avec la chimie, mais vous pouvez très bien travailler dans un bureau d'études, très bien travailler dans tout ce qui est qualité, environnement.
Donc c'est pas parce que vous faites de la chimie que vous finirez forcément dans la chimie. Vous avez un panel de possibilités énorme, mais il faut quand même se donner les moyens de pouvoir faire ce qu'on a envie et donc du coup, c'est, faire, 5 ans d'études et les réussir et oui, dans la vie, il y a des accidents qui arrivent, vous pouvez très bien rater une année. C'est pas parce que vous avez un échec, que vous avez un redoublement, que vous avez une moyenne à 10, que vous n'avez pas des capacités ou des connaissances. On a chacun une vie différente, il y a des circonstances entre guillemets, «atténuantes». Ça peut être des décès, des maladies, un divorce de parents ou autre. Donc si vous avez l'habitude de travailler et que vous avez un échec, c'est pas grave, vous travaillerez mieux l'année d'après, vous allez mieux réussir. Mais il faut travailler, il faut se donner les moyens. Mais il faut aussi, de temps en temps, faire des breaks, c'est-à-dire, pas passer sa vie à bosser, tous les jours, tous les soirs jusqu'à pas d'heure, comme certains font, jusqu'à minuit, 3 heures, 1 heure du matin. Faut se reposer, faut faire des sorties, il faut profiter de voir ses amis, aller au cinéma et surtout, comme vous êtes étudiante, hein, il faut profiter de tous les tarifs étudiants, cinéma, carte jeune, voyage, auberge de jeunesse, Airbnb, tout ça là, profitez pour voyager, profiter de rien que de la France et de tous les pays, en Europe et quelques pays avoisinants si vous avez la possibilité. Et aussi si vous avez la possibilité, parce que moi j'ai eu cette chance de le faire 2 fois, c'est de faire une mobilité. Partez à l'étranger faire un stage, un semestre, voire même les 2 la même année ou les 2 une année, et l'autre l'année d'après. Premièrement, dans votre CV, ça va l'étoffer et ça va vous montrer que là, en France, on a une manière de travailler qui n'est pas du tout pareille à l'étranger. Au Canada, ils enseignent pas du tout de la même manière. Au Portugal ou en Europe, dans d'autres pays comme en Angleterre ou en Espagne, pareil, ils enseignent pas du tout de la même manière. Et c'est bien d'avoir cette ouverture d'esprit sur comment est-ce qu'on enseigne à l'étranger, sur comment est-ce qu'on manipule dans un laboratoire, parce que oui, il y a des constantes partout, mais vous n'allez pas apprendre les mêmes méthodes de travail selon si vous êtes au Canada, parce qu'ils vont avoir des machines plus performantes que si vous êtes en Angleterre, dans une université un peu old school ou autre en fait. Donc partez et puis ça vous permet aussi hein, de voyager, de voir des très beaux paysages. Hein. Le Canada en hiver, c'est magnifique, en été aussi, donc c'est aussi un conseil. Prendre du recul sur une situation, travailler régulièrement, s'octroyer de temps en temps des pauses et des breaks et faire une mobilité internationale au moins une fois. Que ça soit en licence, en L2, en L3, en M1, même en M2 et même pour une thèse, vous n'êtes pas obligé de rester en France pour faire une thèse. Si vous faites un stage à l'étranger et qu'on vous donne la possibilité de faire une thèse et que le stage vous a plu, faites-le. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que ça a été, que ça vous a, enfin, que ça a été utile, quoi, tout ce que j'ai raconté. Merci beaucoup Edwin de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Donc, tu as répondu de manière très riche et très intéressante à toutes les questions que je t'ai posées. Donc merci beaucoup et je pense que ça en aidera plus d'un, plus d'une à du coup se rassurer dans ses études et dans son parcours. Faites-vous Surtout en des ces amis temps, aussi. Faites-vous surtout en des ces temps amis aussi. compliqués, quoi. Les amis aussi, c'est important parce que les gens avec qui vous serez en études, c'est potentiellement vos collègues de demain. Donc, essayez de vous faire un petit réseau. Donc, un petit réseau, c'est passer par des associations. En créer une aussi, pourquoi pas. C'est des projets qui sont aussi tout aussi valorisants sur un CV, mais ça peut être aussi en passant par les réseaux sociaux, donc quels qu'ils soient. Faites-vous des petits groupes d'amis ou d'entraide et ne restez pas dans un seul domaine de la chimie. C'est pas parce que vous êtes bon en orga que vous devez rester qu'avec des organiciens. C'est pas parce que vous êtes bon en matériaux que vous devez rester qu'avec des matériaux. Non, partagez vos connaissances entre vous. Ayez des connexions entre vous. Ça va vous permettre, si un jour vous êtes bloqué sur un sujet de matériaux, que vous êtes en orga, de dire ah bah tiens, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être potentiellement m'aider. Pareil pour si jamais vous êtes en matériaux, en inorga, et que je sais pas, vous avez un problème de biologie, vous avez un projet qui traite de biologie, de physique, bah, faites-vous des connexions entre vous et entre les parcours. Ne restez pas divisés ou dans chaque parcours. Quoi. Faites-vous des amis, des connexions dans d'autres parcours et dans d'autres domaines de la chimie. C'est aussi un conseil important. Voilà, je pense que j'ai fini avec les conseils. Et encore. Et De merci rien. à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo du coup. Je pense que tu vas grandement les aider. Bon courage en tout cas, vraiment.
Merci. du courage et du travail.